Il était une fois un couple nommé Olivier et Sandra. Après leur mariage, ils n'eurent pas la chance d'avoir un enfant rapidement. Il leur fallut 5 années de larmes et de prières avant de pouvoir accueillir leur fille, Naomi. Quand elle vint au monde, ils ne cessèrent de remercier Dieu pour ce miracle, alors que tous leurs espoirs semblaient perdus. Un soir, après avoir dîné et s'être couchée, Naomi dormait paisiblement entre ses parents. Olivier ne cessait de la regarder en souriant. « Dis-moi, pourquoi souris-tu ce soir ?» demanda Sandra, souriant elle aussi. « Qui aurait pensé que nous serions parents un jour ? Te souviens-tu de tout ce que nous avons traversé ?» répondit Olivier. « Comment pourrais-je oublier qu'on m'a appelée stérile ? Nous avons été moqués pendant 5 longues années. J'ai reçu tellement de conseils, et des vieilles femmes m'ont donné des solutions en secret. Les médecins avaient un avis différent à chaque visite, et les gens me pointaient du doigt en me voyant passer. Même certaines femmes de l'église se moquaient de moi, me surnommant la terre stérile. J'ai même pensé à en finir, surtout après qu'une femme m'a dit en face que j'étais comme un homme, incapable de donner des enfants à mon mari. » Sandra dit tout cela les larmes aux yeux. « C'est du passé maintenant. Dieu nous a bénis avec ce trésor de joie, » répondit Olivier en souriant. « Son 7e anniversaire est la semaine prochaine. Notre fille aura 7 ans. » Sandra s'assit, souriant, et ils continuèrent à observer Naomi, endormie et paisible. Puis Olivier tendit la main, éteignit la lumière et serra sa femme dans ses bras. « Bonne nuit. » Le lendemain, Olivier était tellement absorbé par son travail qu'il oublia qu'il devait aller chercher Naomi à l'école. C'était le week-end, et c'était lui qui la ramenait les samedis. Près de 40 minutes après la sortie des classes, Naomi n'était toujours pas rentrée. Inquiète, Sandra décida d'attendre encore un peu, pensant que c'était peut-être dû à la circulation. Au bout d'un moment, elle appela son mari, qui réalisa avec stupeur qu'il avait oublié l'heure. Il supplia Sandra de la récupérer rapidement. Sandra laissa ce qu'elle faisait et se dirigea vers l'école, bien que cela fasse déjà presque 1 heure de retard. Elle prit un bus, mais se retrouva coincée dans les embouteillages. La circulation étant très mauvaise, elle décida de descendre et chercha un motard, sachant qu'ils avaient souvent moyen de se faufiler. Elle monta sur la moto, puis réalisa qu'elle avait oublié son sac à main dans le bus. Sandra hésita. Devait-elle aller récupérer son sac ou continuer vers l'école? Son téléphone se trouvant dans le sac, elle fit demi-tour pour essayer de le retrouver. Pendant ce temps, à l'école, Naomi était assise à l'extérieur avec certains de ses camarades, attendant patiemment que ses parents arrivent. Elle se demandait si son père l'avait oubliée, voyant peu à peu les autres enfants partir avec leurs frères, sœurs ou parents. « Naomi, ton père ne vient pas aujourd'hui ?» lui demanda une de ses camarades en partant avec sa mère. Naomi, déjà fatiguée d'attendre, avait faim. Elle n'avait rien mangé de la journée, car elle n'aimait pas le repas que sa mère avait préparé dans sa boîte à lunch. Finalement, elle se leva, décida de rentrer seule, prit son sac et sa boîte à lunch et quitta l'école. Alors qu'elle marchait, sa boîte à lunch tomba de ses mains et roula jusque dans la rue principale. Elle s'avança pour la ramasser. Au même moment, quelqu'un cria pour la prévenir d'une voiture arrivant à toute vitesse. Le conducteur, surpris, freina brusquement, mais il était déjà trop tard. La voiture heurta Naomi. L'homme descendit immédiatement et trouva Naomi étendue, presque sans vie et ensanglantée. Avant que les passants n'arrivent, il la porta dans sa voiture, fit demi-tour et partit vers l'est. Pendant ce temps, Sandra, qui revenait en hâte vers l'endroit où elle était descendue du bus, remarqua que plusieurs conducteurs prenaient un autre itinéraire à cause des embouteillages. Elle accéléra le pas pour retrouver le bus où elle avait laissé son sac, mais il semblait avoir disparu avec les autres véhicules. Sandra, en proie à la confusion, posa sa main sur sa tête. Elle venait de perdre son sac contenant son téléphone et n'avait plus d'argent. Incapable de payer un vélo, elle décida d'aller directement à l'école pour appeler son mari depuis le téléphone de l'un des enseignants. Après de longues minutes de marche sous le soleil brûlant, Sandra arriva enfin devant la porte de l'école, transpirant abondamment. Mais l'endroit était étrangement calme, bien différent de l'animation habituelle des enfants. Espérant que sa fille soit encore à l'intérieur, elle aperçut la directrice en train de verrouiller les portes. « Bonjour, madame, » dit Sandra, essayant de sourire. « Bonjour, ma chère. Pourquoi transpirez-vous autant ?» demanda la directrice en la regardant avec étonnement. « Je suis tellement en retard. Est-ce que tout le monde est déjà parti ?» demanda Sandra en jetant un coup d'œil autour d'elle. « Oui, il est déjà 16 heures, et tout le monde est parti. Aujourd'hui, c'est vendredi,
Et nous fermons plus tôt, répondit la directrice. Et ma fille? Demanda Sandra, la gorge nouée, en regardant la directrice. Votre fille? Il n'y a plus personne ici. Pourquoi ne pas appeler votre mari pour vérifier? C'est lui qui la récupère les vendredis, n'est-ce pas? Je connais bien mon mari. Il ne m'aurait jamais demandé de venir chercher notre fille si elle était déjà avec lui, répondit Sandra, anxieuse. Pourquoi ne pas essayer de l'appeler quand même, suggéra la directrice. C'est ça, le problème. J'ai oublié mon sac avec mon téléphone dans le bus à cause de la précipitation et des embouteillages. Mon téléphone et l'argent que j'avais sont tous perdus. Je voulais juste venir chercher ma fille d'abord. La directrice, intriguée, lui demanda. Mais comment avez-vous payé le chauffeur de bus en descendant? Sandra, déjà inquiète, répondit. J'avais gardé un peu d'argent en main. Mon téléphone n'est pas le problème. Où est ma fille? Où est Naomi? Demanda-t-elle, le pressentiment de plus en plus fort. Prenez mon téléphone et appelez votre mari. Voyons s'il est venu la chercher, proposa la directrice en lui tendant son téléphone. Sandra composa rapidement le numéro d'Olivier. Olivier décrocha immédiatement. Sandra lui demanda s'il avait récupéré Naomi à l'école, mais il répondit qu'il avait tenté de l'appeler, sans réponse, et qu'il pensait qu'elle était peut-être déjà rentrée à la maison. Lorsqu'il comprit la gravité de la situation, il assura à Sandra qu'il arrivait sur le champ. Après avoir raccroché, Sandra sentit les larmes monter, et elle murmura d'une voix tremblante. « Où est ma fille ?» en regardant la directrice, qui n'avait aucune réponse. La directrice tenta de calmer Sandra et appela l'enseignante responsable de la classe de Naomi, lui demandant de revenir à l'école d'urgence. Sandra, en pleurs et l'esprit perdu, attendit anxieusement le retour de l'enseignante, espérant que Naomi n'était pas loin. Quelques minutes plus tard, l'enseignante arriva. Interrogée, elle expliqua que Naomi était assise avec sa meilleure amie, Anita, à l'extérieur, attendant son père. Elle avait vu la mère d'Anita venir chercher sa fille, mais, peu après, Naomi n'était plus là. Pensant que son père l'avait emmenée, elle n'y avait pas prêté plus d'attention. Sandra demanda alors à l'enseignante d'appeler la mère d'Anita pour vérifier si Naomi l'avait suivie chez elle. Alors que l'enseignante faisait défiler ses contacts pour trouver le numéro, Olivier descendit d'une moto et se précipita vers Sandra et la directrice. À ce moment-là, un appel arriva sur le téléphone de la directrice. Elle répondit et s'éloigna légèrement pour parler discrètement. « Bonjour, madame. Je pense qu'un de vos élèves a été impliqué dans un accident il y a quelques minutes, » annonça la voix au téléphone. La directrice, déstabilisée, demanda une description de l'enfant, et le cœur serré, elle comprit que l'enfant correspondait à Naomi. La directrice raccrocha, hésitante et bouleversée. Elle observa Olivier, qui tentait de consoler Sandra, maintenant en larmes. La mère d'Anita venait de confirmer que Naomi n'était pas avec elle. Des larmes de tristesse et de confusion emplirent les yeux de la directrice, qui peinait à trouver les mots pour annoncer aux parents que leur fille unique avait été gravement blessée dans un accident et qu'elle avait été emmenée par un inconnu. Quant à l'homme qui avait heurté Naomi, David, il était au téléphone lorsqu'il traversait la zone et n'avait pas vu la petite fille traverser. Distrait, il fut alerté par un cri juste avant de frapper Naomi. Effrayé et pris de remords, il descendit précipitamment de sa voiture, la porta et l'installa à l'arrière. Priant pour sa survie, il partit rapidement vers l'hôpital, espérant pouvoir la sauver avant qu'il ne soit trop tard. David ne voulait prendre aucun risque pour sauver la vie de la petite fille. Quel genre d'épreuve est-ce? Se demanda-t-il en conduisant à toute vitesse vers un hôpital éloigné qu'il connaissait. La sueur coulait sur son front, tant il était anxieux. À son arrivée, il prit Naomi dans ses bras et se précipita à l'intérieur de l'hôpital. La petite saignait de la bouche et de la tête. Il semblait que sa tête avait heurté de plein fouet la partie avant de sa Jeep. Les infirmières réagirent immédiatement, la prenant en charge pendant que David attendait avec impatience l'arrivée d'un médecin. Lorsqu'on l'informa de l'urgence, le médecin accourut pour examiner Naomi, et David se mit à faire les 100 pas dans le couloir. Le médecin prenait du temps, et l'attente rendait David de plus en plus nerveux. Il redoutait de mauvaises nouvelles. Enfin, le médecin sortit, l'air grave. David s'approcha, le cœur serré. « Je suis désolé, monsieur. L'accident a été vraiment grave, » dit le médecin. Elle souffre d'une hémorragie cérébrale interne. Nous avons tenté de contrôler la situation avec des médicaments, mais elle nécessite une intervention chirurgicale immédiate. David, désespéré, répondit.
faites l'opération. Docteur, je paierai tout ce qu'il faut. Je signerai tous les documents nécessaires, mais s'il vous plaît, sauvez-la. Supplia-t-il, les mains jointes. Malheureusement, dit le médecin en soupirant, nous ne disposons pas de l'équipement nécessaire ici. Vous devez l'emmener dans un autre hôpital. Je vais vous préparer quelques notes écrites. David, incertain, demanda. Connaissez-vous un hôpital qui pourrait faire l'opération? Si je la ramène dans ma ville, cela prendra environ 4 ou 5 heures. Le médecin acquiesça lentement et, après avoir donné à Naomi une nouvelle injection, lui fournit les documents nécessaires pour faciliter son transfert. Pendant ce temps, à l'école de Naomi, la directrice appela doucement Olivier. Aussitôt, lui et Sandra se retournèrent, et la directrice leur annonça, la voix tremblante. « J'ai reçu un appel, votre fille Naomi a été impliquée dans un accident. » Sandra, bouleversée, s'avança précipitamment. « Oh? Où cela s'est-il passé ?» Elle agrippa la directrice, implorant une réponse. « Pas très loin, dans la rue, » répondit-elle. Sandra se mit immédiatement à courir vers l'endroit indiqué sans attendre les autres, suivie d'Olivier qui accéléra le pas pour ne pas la perdre. À leur arrivée sur les lieux de l'accident, des témoins leur apprirent que l'homme ayant renversé Naomi l'avait emmenée, probablement vers un hôpital, bien que personne ne sache précisément lequel. Ne voulant pas perdre de temps, la directrice et le couple arrêtèrent un taxi pour se rendre à l'hôpital le plus proche, accompagné de l'enseignant de Naomi. Dans le taxi, Olivier, rongé par la culpabilité, tentait de se retenir de blâmer la directrice, mais ses pensées le torturaient. Sandra serrait son mari, des larmes coulant sur ses joues tandis qu'elle priait silencieusement pour que Naomi soit en sécurité. Arrivée à l'hôpital, Sandra sortit en trombe et courut à l'intérieur, espérant de tout cœur retrouver sa fille en vie. Sandra, désespérée, demanda aux infirmières si elles avaient vu une petite fille en uniforme scolaire, victime d'un accident. Après vérification, les infirmières confirmèrent qu'aucune enfant correspondant à cette description n'avait été admise. Déçue, elle et Olivier se rendirent dans un autre hôpital, puis un troisième. Là, enfin, on leur indiqua qu'une fillette correspondant à la description de Naomi avait été amenée. Leur espoir se raviva, et ils attendirent impatiemment qu'on les guide jusqu'à leur fille. Peu après, un médecin les approcha. Sandra, les larmes aux yeux, le questionna immédiatement. « Docteur, comment va ma fille? Où est-elle? Puis-je la voir ?» Le médecin, réalisant qu'il avait devant lui les parents de l'enfant, les regarda avec tristesse. « Êtes-vous les parents de cette petite fille? »« Oui, c'est notre fille, » répondit Olivier avec angoisse. Le médecin poussa un profond soupir avant d'annoncer « Je suis désolé de vous apporter de mauvaises nouvelles. Votre fille a été gravement blessée dans l'accident. Elle a une hémorragie cérébrale interne, et bien que nous ayons administré des médicaments pour limiter les saignements, elle nécessite une opération immédiate. Malheureusement, notre hôpital n'a pas les équipements nécessaires pour cette intervention. L'homme qui l'a amenée ici a décidé de la transférer dans une grande ville où elle pourrait recevoir les soins adéquats. » Sandra, le visage décomposé, s'exclama. « Mais, quelle ville? Comment le joindre ?» Le médecin secoua la tête. « Je ne sais pas dans quelle ville il l'a emmenée, et je n'ai pas non plus de moyen de le contacter. » À ces mots, Sandra sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Elle se tourna vers Olivier, puis, submergée par le chagrin, s'effondra, inconsciente. Des infirmières s'empressèrent de lui prodiguer les premiers soins, et après quelques minutes, elle se réveilla en pleurs, hurlant. « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi après 5 ans d'attente m'as-tu envoyé Naomi pour ensuite me l'arracher ainsi? Où est ma fille? Où est ma Naomi? » Olivier, dévasté mais tentant de rester fort, la prit dans ses bras, essayant de l'apaiser. « Nous la retrouverons, je te le promets, » murmura-t-il, la voix tremblante. Mais, intérieurement, il était tout aussi désespéré, se demandant si leur fille bien-aimée survivrait à cette épreuve. Ni Sandra ni Olivier ne purent se résoudre à rentrer chez eux. La directrice et l'enseignante de Naomi, également ébranlées par la situation, décidèrent de rester avec eux, espérant de tout cœur que la petite Naomi soit retrouvée en vie et en sécurité. Ils observaient le couple qui souffrait et ne pouvaient s'empêcher de retenir leurs larmes. La nuit commençait à tomber, et ils devaient rentrer chez eux. Olivier a convaincu Sandra de le suivre chez lui. La directrice a supplié Olivier de ne pas déverser sa colère sur l'école, en promettant qu'il mettrait tout en œuvre pour retrouver Naomi. Olivier n'était pas d'humeur à faire des ravages. Il voulait simplement ramener sa femme à la maison,
car elle n'était plus elle-même. S'en prendre à l'école n'allait pas ramener sa fille. Il se reprochait la situation et espérait que quelqu'un lui ramènerait sa fille, qu'elle vive pour eux. Revenons à David. Il roulait bien trop vite, et lorsqu'il a été arrêté par la police, il leur a montré le rapport médical ainsi que des notes, ce qui lui a permis de continuer son chemin. Après des heures de conduite, il est finalement arrivé dans sa ville. Il faisait déjà nuit, mais il s'est rendu directement à l'hôpital, où il a remis les notes au médecin. Naomi a été rapidement emmenée en salle d'opération pendant que David effectuait les paiements nécessaires. Le chirurgien a été appelé, et heureusement, il se trouvait encore à l'hôpital. Il avait pensé partir plus tôt, mais quelque chose semblait le retenir. David attendait dans la salle d'attente, priant pour que Naomi s'en sorte saine et sauve. Il faisait les 100 pas et se frottait la tête nerveusement. Son téléphone vibrait constamment dans sa poche. C'était sa femme, Tina Collin. Elle l'avait appelé plusieurs fois sans réponse. Lorsqu'il a enfin décroché, elle lui a demandé pourquoi il n'était pas rentré après lui avoir dit des heures plus tôt qu'il le ferait. David a tout expliqué à sa femme, qui a immédiatement décidé de le rejoindre à l'hôpital. Tina est arrivée quelques minutes plus tard et a retrouvé son mari, assis en sueur. Elle lui a demandé ce qui s'était passé, et il lui a tout raconté. Malgré son inquiétude, elle a choisi d'attendre avec lui le résultat de l'opération. L'opération a duré longtemps. De temps à autre, une infirmière sortait puis retournait en salle. David et Tina s'endormaient et se réveillaient par intermittence dans la salle d'attente, souhaitant de tout cœur la guérison de Naomi. Le temps passait, mais enfin, le médecin est sorti, affichant un sourire. David, qui l'a aperçu en premier, s'est levé précipitamment, réveillant Tina. « Comment va-t-elle ? J'espère que l'opération a réussi ?» a demandé David anxieusement. « Grâce à Dieu, la petite fille est hors de danger ?» a répondu le médecin. « Oui, l'opération a réussi. » David a remercié Dieu à haute voix, tandis que sa femme le serrait joyeusement dans ses bras. « Veuillez baisser la voix » a murmuré le médecin. « Elle a besoin de beaucoup de repos. Elle pourrait perdre une partie de sa mémoire, qui reviendra avec le temps, et pourrait ne pas bien parler pendant un moment. J'ai donné une liste de médicaments à l'infirmière. Assurez-vous qu'elle les prenne comme prescrit. Elle aura besoin de beaucoup d'amour et de soins pour se rétablir. Peut-on la voir maintenant ? Demanda doucement Tina. Bien sûr, mais ne la dérangez pas. Elle a besoin de repos, dit le médecin en se retirant. Le couple le remercia et entra dans la chambre d'hôpital. Dès que Tina posa les yeux sur Naomi, des larmes coulèrent sur ses joues, et elle se mit à sangloter, tandis que David tentait de la consoler. Pendant ce temps, la directrice de l'école est partie le cœur lourd, sachant que Naomi était la fille unique d'Olivier. Elle savait ce que signifiait perdre un enfant et reprochait à l'enseignante de la classe d'avoir été négligente. Cette dernière voulait se défendre, mais elle savait que rien ne pourrait justifier la disparition de Naomi sous sa surveillance. Elle ne pouvait qu'espérer que Naomi soit en sécurité, où qu'elle soit. Olivier a arrêté un taxi pour rentrer chez lui avec sa femme, la consolant durant tout le trajet. De retour chez eux, il a commencé à passer des appels pour signaler la disparition de sa fille. Il voulait se rendre au poste de police, mais il ne pouvait pas laisser sa femme seule dans son état. Sandra s'est assise dans le salon, se sentant épuisée, comme si elle avait perdu une partie d'elle-même. Elle se demandait pourquoi une telle épreuve devait leur arriver. Bien qu'elle ne puisse en vouloir à son mari, elle regrettait que tous ces événements se soient enchaînés, et si seulement il n'y avait pas eu de circulation, peut-être serait-elle arrivée à temps à l'école avant que Naomi ne subisse cet accident. Sandra se leva lentement, puis se dirigea vers sa chambre à pas lents après avoir essuyé ses larmes. « Où vas-tu, Sandy ?» demanda Bryce en regardant sa femme. Sandra secoua simplement la tête de gauche à droite et continua à marcher vers sa chambre. Elle entra, s'agenouilla à côté de son lit et murmura. « Père, je sais que tu ne laisseras rien arriver au seul enfant que tu m'as donné. Je sais que tu la guériras même si elle n'est pas ici avec moi, peu importe l'hôpital où elle a été emmenée. Sois son bouclier, car j'ai confiance en toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. » Olivier répondit à haute voix. « Amen. » Sandra se retourna et le regarda. Il l'avait suivi dans la pièce. Olivier consola sa femme. Il n'avait pas d'appétit pour la nourriture. Il l'accompagna à la salle de bain et l'aida à prendre une douche. Après cela, ils se retirèrent dans leur lit, mais ni Olivier ni Sandra n'arrivaient à trouver le sommeil. De nombreuses questions traversaient leur esprit. Qui avait enlevé Naomi ? Pourquoi quelqu'un aurait-il emmené Naomi dans une autre ville sans leur consentement ?
Était-elle vraiment en sécurité là-bas? Comment pourraient-ils revoir leur fille unique? Tina, de son côté, se mit à pleurer amèrement en voyant l'état de Naomi. David prit sa femme dans ses bras et la conduisit hors de la chambre pour éviter toute complication, comme le médecin leur avait conseillé. Il y a des années, lorsque David s'était marié avec Tina, elle était tombée enceinte pour la première fois. Le couple était tellement heureux à l'idée de cet enfant à venir. Mais après seulement quelques semaines, Tina fit une fausse couche. Elle pleura beaucoup, incapable de comprendre ce qui avait causé cette perte. Elle tomba enceinte une nouvelle fois et prit toutes les précautions nécessaires en suivant les conseils du médecin. Finalement, elle donna naissance à un petit garçon. David et Tina étaient fous de joie et nommèrent leur fils Pascal. Après la naissance de Pascal, le médecin leur annonça une triste nouvelle. Tina ne pourrait plus avoir d'enfant en raison de complications. David et Tina ne furent pas trop inquiets, car ils avaient leur petit trésor et n'avaient jamais envisagé d'avoir beaucoup d'enfants. Pascal devint un enfant très intelligent, admiré de tous pour son intelligence. Il était la fierté de ses parents. Mais un jour, Pascal tomba malade. Il fut emmené à l'hôpital et se rétablit après quelques traitements. Cependant, quelques semaines plus tard, il retomba malade. Ce schéma de rechute devint habituel, et Pascal tombait malade presque toutes les semaines. Bien que cela inquiétait David et Tina, ils avaient les moyens de payer les médicaments nécessaires pour leur fils. Puis Pascal commença à perdre du poids et sa maladie s'aggrava. C'est alors que Tina suggéra de changer d'hôpital. David accepta et Pascal fut emmené dans un autre établissement. Dès leur arrivée, un médecin fut appelé en raison de la gravité du cas de Pascal. Après un examen approfondi, il demanda au couple de le rejoindre dans son bureau, laissant Pascal allongé sur le lit d'hôpital. Le médecin annonça à David et Tina que leur fils souffrait de leucémie, un cancer du sang. Il leur expliqua que la leucémie était contrôlable et traitable chez les enfants, mais que le cas de Pascal avait atteint un stade critique, et qu'il risquait de mourir à tout moment. Il leur conseilla de passer leurs derniers instants avec leur fils. Tina éclata en sanglots dans le bureau du médecin, puis elle se rendit avec David au chevet de Pascal. Lorsqu'ils arrivèrent, Pascal les regardait, les yeux à demi ouverts. Les parents firent de leur mieux pour cacher leurs larmes. Pascal sourit à sa mère en la serrant fort dans ses bras. Soudain, Tina sentit l'étreinte de Pascal se relâcher. Elle le regarda et comprit que Pascal était parti. Elle le secoua vigoureusement, tentant de le réveiller, mais il était bel et bien décédé. David regarda son fils, les larmes coulant sur ses joues. « Pourquoi » sanglota-t-il. Tina serra Pascal contre elle, pleurant à chaudes larmes. En observant Naomi, allongée avec des bandages, elle se remémora les derniers instants de Pascal, rendant son dernier souffle en lui souriant depuis un lit d'hôpital. Qui sait si elle est le seul enfant de ses parents, comme Pascal était pour nous. Comment survivraient-ils sans leur fille? Demanda Tina à son mari, les larmes aux yeux. Demain matin, j'essaierai de retrouver ses parents en utilisant le nom sur son uniforme scolaire, répondit David, toujours en train de consoler sa femme. Le lendemain matin, Olivier se réveilla. Il s'assit sur son lit, pensant à la façon dont il allait retrouver sa fille unique. Il décida d'aller au poste de police pour signaler sa disparition. Peu après, il reçut un appel des responsables de l'école, qui lui demandaient pardon et lui assuraient qu'ils allaient l'aider à retrouver sa fille. Olivier savait que ces mots étaient motivés par leur crainte de perdre leur réputation, mais il n'en avait cure. Tout ce qu'il souhaitait, c'était que sa fille soit retrouvée. Olivier se rendit donc au commissariat et porta plainte. La police lui promit de faire de son mieux pour retrouver sa fille. En revenant du commissariat, Olivier pensa à se rendre au travail, mais au dernier moment, il décida de rentrer chez lui pour être auprès de sa femme. En arrivant, il remarqua que la porte d'entrée était restée ouverte, alors qu'il avait demandé à Sandra de la verrouiller derrière lui. Il ouvrit la porte doucement, curieux de savoir pourquoi elle n'était pas fermée. De retour à l'hôpital, David rejoignit sa femme Tina auprès de Naomi, qui n'avait pas bougé depuis son opération. Elle portait encore des vêtements blancs, et le bandage sur sa tête montrait une légère tache de sang. Le couple s'assit sur un lit vide en face de celui de Naomi. « Elle est si belle et adorable », murmura Tina en serrant son mari. « Oui, elle l'est. Ses parents doivent être chanceux de l'avoir », répondit David, ému. L'opération avait été un succès, et David sourit en regardant sa montre, qui indiquait qu'il était 1h du matin. « Je pense que tu devrais rentrer te reposer, ma chérie. Tu dois être au travail tôt, ajouta-t-il. Souvenez-vous de David et de son épouse.
Tina regarda son téléphone et remarqua qu'il était déjà tôt le matin. Elle dit à son mari qu'elle ne pourrait pas trouver le sommeil si elle retournait à la maison. David tenta de la persuader, mais elle insista pour rester avec lui et Naomi. Il pouvait sentir l'intensité de son regard, plein d'amour, posé sur Naomi. Avec le temps, Tina finit par s'endormir sur les genoux de son mari pendant que David, appuyé contre le mur, restait assis sur le lit. Le reflet du soleil matinal perça à travers la fenêtre de la pièce où se trouvaient David et Tina. Les bruits de l'hôpital en mouvement les réveillèrent. Ils étaient épuisés. La première chose qu'ils firent fut de vérifier l'état de Naomi, qui dormait toujours, sans avoir encore ouvert les yeux. David quitta la pièce pour chercher l'infirmière en charge de Naomi et lui demanda l'uniforme qu'elle portait avant d'être changée. L'infirmière le lui remit, et David alla soigneusement le placer à l'arrière de son siège de voiture. Après un dernier regard vers Naomi, Tina quitta la chambre d'hôpital. Elle était déjà en retard au travail et laissa David à l'hôpital avant de rentrer chez eux. David donna un pourboire à l'infirmière en lui demandant de veiller sur Naomi, puis se dirigea vers sa voiture. À sa surprise, il découvrit que 2 de ses pneus étaient crevés. N'ayant qu'une seule roue de secours, il partit à pied chercher de l'aide. Quelques minutes plus tard, il revint, déterminé à retourner dans la ville pour retrouver les parents biologiques de Naomi. Alors que David approchait de la ville, quelque chose d'étrange se produisit. En regardant à l'arrière de la voiture pour vérifier l'uniforme, il constata, à sa plus grande stupeur, qu'il avait disparu. Pris de panique, il freina brusquement, sortit de la route et entreprit de chercher partout autour de lui. Mais malgré ses efforts, l'uniforme restait introuvable. Selon vous, pour qui David avait-il pris l'uniforme scolaire de Naomi? Pensez-vous que Tina souhaiterait que Naomi retrouve ses parents biologiques? Et quelles seraient les intentions secrètes de Tina? Nous le découvrirons dans le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à l'aimer, à commenter et à partager. Merci, et que Dieu vous bénisse.